Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue sur Al24 News pour édition spéciale. Heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour tenter de décrypter ensemble un des dossiers les plus chauds de l'actualité géopolitique et économique de ces derniers mois. Je veux parler des négociations sur l'accord du nucléaire iranien, une saga qui dure depuis plus de 15 mois, mais qui selon certaines fuites relayées par des sources diplomatiques, devrait connaître une épilogue dans les prochains jours. Car l'on n'aurait jamais été aussi proche d'un accord final entre les deux parties de la négociation. Alors, quelles sont les chances de voir un éventuel accord entériné prochainement, d'autant plus qu'il pourrait chambouler complètement le paysage énergétique mondial ou du moins régional? Sachez qu'à l'heure où je vous parle, Washington nie avoir donné une quelconque garantie à Téhéran concernant l'issue de ces négociations. Pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir par téléphone l'expert et consultant international en économie, Abderrahmane Mebtoul. Bonsoir, professeur. Bonsoir et merci de l'invitation. Tout le plaisir est pour nous. Et présent avec nous également en direct par Skype, Monsieur Manuel Pouchelet. Vous êtes expert en relations internationales et géopolitiques. Bonsoir à vous également. Bonsoir monsieur, merci de votre invitation. Je le disais donc en préambule, le sempiternel dossier du nucléaire iranien serait proche de connaître un dénouement. Mais que savons-nous réellement sur les mesures éventuelles ayant été négociées, voire acceptées par les deux parties, malgré les réserves exprimées aujourd'hui par la partie américaine? La réponse dans ce sujet, signée Mohamed Amin Aberkan. C'est depuis 2021 que l'Iran et les grandes puissances négocient à Vienne afin de ressusciter l'accord international de 2015. Après s'en être retiré en 2018 sous la direction de Donald Trump, Washington a finalement décidé de réintégrer l'accord. Un compromis final vient d'être trouvé entre les deux parties selon des sources diplomatiques. L'accord nucléaire comprend 4 étapes et 2 délais. L'ancien traité avait été, rappelons-le, torpillé par Donald Trump en 2018 qu'il avait qualifié de désastreux et s'en était retiré en infligeant de lourdes sanctions économiques à l'Iran. Selon les mêmes sources diplomatiques, l'accord inclut désormais 50 millions de barils de pétrole que pourrait vendre l'Iran dans une période s'étalant sur 120 jours, mais aussi la levée des gels sur les actifs iraniens d'une valeur de 7 milliards de dollars bloqués en Corée du Sud. Les accords entre les deux parties ne s'arrêtent pas là, puisque Washington a accepté de lever ses sanctions contre 17 banques iraniennes. En contrepartie, les États-Unis s'engagent à payer une amende en cas d'un nouveau retrait de l'accord. Au cours de la semaine écoulée, l'Iran a eu un différend avec les propositions européennes de relancer les négociations du moment que ses intérêts n'étaient pas garantis et a envoyé des demandes supplémentaires. Le débat est donc lancé et l'on va commencer avec vous, Monsieur Pouchelet. Alors qu'un calme plat précédait les informations relayées hier par certains médias, citant des sources diplomatiques, voici qu'on nous dit soudainement qu'un accord devrait être entériné dans les prochains jours. Que s'est-il passé d'après vous? Alors actuellement, l'Iran a changé de régime. Nous avons une nouvelle équipe. Il y a l'arrivée de M. Raïssi au pouvoir. Bon, le guide suprême est toujours en place et dicte sa volonté. Maintenant, entre-temps, il y a quand même eu des évolutions au niveau régional. Il y a des préoccupations où on a remarqué que maintenant l'administration de M. Biden cherche en même temps à se retirer et puis à maintenir sa présence et source d'immixtion. L'avantage aussi, c'est que l'Iran est aussi une puissance régionale qu'il faut prendre en considération dans l'équilibre des puissances au niveau du Moyen-Orient, et Dieu sait qu'elles sont nombreuses. Oui. Si l'on prend l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis et d'autres intervenants. Mais maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est que Washington semble ouvert au dialogue parce qu'il y a aussi un degré d'urgence au niveau des ressources naturelles depuis qu'il y a la crise ukrainienne. On voit aussi une des conséquences. Voilà, et on peut rajouter aussi au niveau des Américains un peu un espèce de go-between qui est la Turquie, qui ne dit pas son nom. Et en mois de juillet, il y a quand même eu une rencontre avec la Turquie, l'Iran et la Russie. Oui. Et c'est sûrement suite à cette issue qu'il y a eu des négociations et le leadership américain dans la région, bien que diminué, semble reprendre, on va dire, une certaine activité. Monsieur Pouchelet, est-ce que Téhéran serait réellement prêt à revoir à la baisse les objectifs de son programme nucléaire, d'après vous? Non, je ne le pense pas. C'est un programme nucléaire qui est ancien.
qui a été aidé également par des divers pays européens dont on taira le nom ce soir, notamment en termes de fourniture de matériel, on va dire, et d'infrastructures. Je pense à l'Allemagne pour les centrifugeuses, et il y a également, je ne sais pas si nos auditeurs le savent, il y a aussi eu les différentes attaques israéliennes encore récemment, avec l'élimination du directeur du programme nucléaire iranien, ce qui n'est pas rien. Mais l'Iran, entre-temps, a diversifié aussi ses partenaires. Elle s'est fait aider par le Pakistan, elle se fait aider aussi par la Corée du Nord et d'autres intervenants. Et la Russie maintenant, oui. La Russie a toujours été, et les Iraniens, si vous voulez, est une culture où ils sont méfiants et préfèrent modifier aussi au niveau de leur savoir-faire. C'est un pays, il faut savoir, c'est le pays, je crois, au monde qui a le plus de doctorants par habitant. Donc, si vous voulez, c'est un pays instruit. Et l'arme nucléaire, enfin la puissance nucléaire, aujourd'hui, dans le jeu international, géopolitique, relations internationales, entre dans l'expression de la puissance, et je pense que c'est ce que recherche Téhéran également. Très bien. Professeur Meptoul, lorsque le président Trump s'était retiré de l'accord de Vienne en 2018, l'on pensait que ce dossier était définitivement mis aux oubliettes. Mais voici que l'administration Biden est à deux doigts de le ressusciter en quelque sorte. Qu'est-ce qui a changé durant les 4 dernières années selon vous ? Professeur Meptoul, est-ce que vous m'entendez ? Depuis 2021, l'Iran et les grandes puissances négocient à Vienne. Oui. Où selon certaines agences internationales, comme vous l'avez souligné dans votre reportage, notamment Reuters et l'AFP, un compromis final est en cours d'étude. Où c'est l'Union européenne qui est la plus touchée par la crise ukrainienne, qui dépend à 40-47% du gaz russe, qui joue le rôle d'intermédiaire, qui veille à l'aboutissement des négociations. Les négociations entre l'Iran et les grandes puissances lancées en avril 2021 à Vienne visent à ressusciter, comme vous l'avez dit, l'accord international 2015, connu sous le sigle anglais JCPOA, qui garantit le caractère civil du programme nucléaire iranien. Le texte final proposé par l'Union européenne permet le retour des États-Unis dans l'accord où ils étaient retirés unilatéralement en 2018, sous la présidence du président Trump, et la levée des sanctions américaines imposées à l'Iran. Mais pour sa part, l'Iran a soumis sa réponse écrite et juge un accord possible si les États-Unis réagissent avec réalisme et flexibilité selon leur agence internationale IRNA. N'oublions pas que, suite à votre question, je pense que c'est surtout la crise ukrainienne qui a accéléré. Le facteur X donc serait la crise ukrainienne, selon vous. Cette possibilité d'accord, et ça ne concerne pas uniquement que l'Iran. Ça pourrait concerner dans une seconde phase la levée des sanctions aussi avec le Venezuela, qui constitue le premier producteur de réserve de pétrole dans le monde bien avant l'Arabie Saoudite. Mais n'oublions pas que l'Iran, malgré les sanctions sévères, c'est quand même une population de 87 millions d'habitants. C'est une puissance régionale. La valeur du PIB prévu par le FMI serait évalué à 652 milliards de dollars en 2022, parmi les 30 plus grandes puissances économiques mondiales. N'oublions pas aussi que les réserves prouvées de pétrole de l'Iran, selon son gouvernement, la classe au 4e rang dans le monde avec environ 200 milliards de barils en 2020. Elle constitue la 2e réserve mondiale de gaz naturel avec 32 000 milliards de mètres cubes devancés par la Russie, 45 000 milliards de mètres cubes gazeux, et suivi par le Qatar, à peu près 20 000 milliards de mètres cubes gazeux. N'oublions pas également le contrôle du détroit d'Ormuz, où transite à peu près un tiers du pétrole, qui permet à l'Iran d'être une véritable puissance régionale. Toutes ces données, effectivement, pour répondre directement à votre question, les tensions géostratégiques, la pénurie du pétrole et du gaz a fait que les négociations se sont accélérées à Vienne. Très bien, monsieur Meptoul, c'est clair, merci. Professeur Pouchelet, selon les médias américains, des concessions importantes
auraient été faites par la partie iranienne, notamment ce qui concerne le retrait des gardiens de la révolution de la fameuse liste américaine des organisations classées entre guillemets terroristes. Pourquoi, selon vous, Téhéran aurait-elle plié sur ce point ? Téhéran plié sur ce point, moi j'y crois à moitié, très honnêtement. Je pense que les Américains souhaitent l'ouverture. Il faut rappeler les déclarations de M. Blinken, qui est le secrétaire d'État américain, avait parlé de recoller les morceaux en parlant du Moyen-Orient. Et force est de constater que l'administration Biden est en échec dans cette région, et même le dernier voyage de M. Biden, où les relations ont été particulièrement tendues avec l'Arabie Saoudite. Il faut savoir qu'on peut aussi comparer la puissance iranienne avec celle des Saoudiens, mais force est de constater que ces derniers temps, l'influence iranienne, il y a une croissance exponentielle assez importante qu'il faut souligner ce soir aussi auprès des téléspectateurs. Oui. Maintenant, M. Biden et son administration, je vais dire, si je devais reprendre une citation d'un film connu qui s'appelle Spartacus, si ton ennemi a ce que tu désires, tu n'as pas le droit de le refuser. Et à mon avis, c'est dans cette logique que s'inscrit, on va dire, cette espèce de dégel américain. Les Américains ont parfaitement compris également que ce n'est pas en imposant des sanctions, en imposant des restrictions qu'on pouvait négocier avec les mollahs iraniens. Parce que, en Iran, il y a certes les gardiens de la révolution qui sont, on va dire, aux commandes et en termes de protection du territoire et d'autres blocages, on va dire, au niveau du détroit d'Ormuz. Mais c'est quand même une puissance régionale pour laquelle il faut s'intéresser parce que les Américains aussi négocient en secret d'autres dossiers, dont je pense notamment au fameux Kurdistan qui n'est pas évoqué ce soir dans les reportages, mais c'est aussi une des pierres d'achoppement dans lesquelles Washington s'implique et préfère rester discret. D'où cette espèce d'ouverture des États-Unis. Mais je pense que les Américains ont très bien compris que la région, en termes de savoir-faire économique et diplomatique, est toujours volatile et opportuniste. Et à mon avis, les Américains s'inscrivent dans cet axe, en tout cas, en ce qui concerne ce dossier. Très bien. Professeur Meptoul, sur le plan économique, cet éventuel accord se traduira de facto par la mesure suivante, 50 millions de barils de brut iranien mis sur le marché durant les 120 jours qui suivront son entrée en vigueur. Est-ce que l'échec de la tournée de Biden au Moyen-Orient, du moins sur le plan énergétique, a-t-elle poussé Washington dans ses derniers retranchements en quelque sorte, d'après vous ? Moi, je pense que la dernière visite du président Biden en Arabie Saoudite s'est soldée par un relatif échec. Ça n'a pas été suivi par effectivement une augmentation substantielle de la production de l'OPEP. N'oublions pas que la production de l'OPEP 10 en 2021 par exemple a atteint 25,6 millions de barils, celle des producteurs non OPEP 16,5 millions de barils par jour, et la production de l'OPEP plus avec la Russie a été de 42,1 millions de barils par jour. Je rappelle que l'Iran, avec le Venezuela et la Libye, ne sont pas soumis aux quotas. Oui. Et donc, pour subvenir à une production mondiale et une consommation mondiale ces dernières années du gaz traditionnel, surtout qui a évolué entre 3 000 et 4 000 milliards de mètres cubes gazeux, et selon l'AIE, la demande mondiale du gaz devrait augmenter au total de 140 milliards de mètres cubes entre 2021 et 2025. Bon, l'Iran, d'après son ministre de l'énergie, elle est passée de 2,2 millions de barils par jour et pourrait atteindre 3,2 millions de barils par jour. Ce qui serait un plafond, en quelque sorte. 22, Mais elle s'est engagée, si on prend la référence de février 2022, où la production était de 2,2 à 2,3 millions de barils par jour, selon son ministre de l'énergie, officiellement, elle a promis à l'Europe, en cas de levée de sanctions, de tripler sa production de pétrole et de la porter entre 6,5 et 7 millions de barils par jour. Professeur Meptoul, une question corollaire. Est-ce que l'Iran en a les moyens, justement ? Bon, malgré les sanctions, je vous dis que d'après les officiels iraniens, oui. je répète ce qu'a dit le ministre de l'énergie, il pourrait atteindre fin décembre 2022 3,2 millions de barils par jour malgré les sanctions, et si ce chiffre est atteint,
ça revient avant 2018. Hein. Donc maintenant, elle a besoin effectivement, comme vous venez de le souligner, de technologie, d'apports, etc. Elle a promis la levée des sanctions pour pouvoir, dans 3-4 ans, tripler sa production pour arriver à entre 6,5, c'est les déclarations officielles du ministre de l'énergie iranien, 6,5 à 7 millions de barils par jour. Donc, n'oublions pas que, comme je l'ai signalé précédemment, que l'OPEP sans la Russie représente que 33% de la commercialisation mondiale. Avec les Russes, l'OPEP+, je vous l'ai dit, c'est à peu près 42 à 50%. Bon, n'oublions pas que les 3 plus grands producteurs mondiaux actuellement, qui produisent plus de 10 millions de barils par jour, c'est d'abord les USA grâce au pétrole et au gaz schiste, c'est la Russie et c'est l'Arabie Saoudite. Les trois dépassent les 30 milliards les 30 millions de barils par jour. Oui. Mais il y a d'autres pays qui peuvent aller à 5, 6, 7 millions de barils par jour. C'est l'Irak et l'Iran. Donc maintenant, tout dépendra de l'évolution de la croissance de l'économie mondiale. Le FMI prévoit une décroissance pour fin 2022 dès l'année 2023, à la fois des États-Unis et de la Chine, qui sont les moteurs de la croissance de l'économie mondiale. La crise ukrainienne, effectivement, a eu des répercussions. N'oublions pas les tensions entre les USA et la Chine concernant le problème de Taïwan. Oui. Où dans ce cas-là, les tensions en Ukraine seraient un épiphénomène. Parce que n'oublions pas que le détroit de Taïwan, plus de 85% des gros tankers transitent par ce port et la Chine effectivement utilise ce port pour exporter vers l'Europe et les États-Unis, où ces exportations représentent 70%. Donc, toutes ces tensions géostratégiques, si elles persistent, pourraient avoir un effet négatif sur la croissance de l'économie mondiale. Et dans ce cas, malgré la rentrée, s'il y a décroissance, il y a demande de pétrole en moins et de gaz. Et dans ce cas-là, effectivement, toute la carte géostratégique est remise en cause malgré cet accord. Très bien, professeur. Monsieur Pouchelet, d'après les informations que nous détenons, si un accord est trouvé, le plan d'action global conjoint serait lancé en 4 phases sur 2 périodes de 60 jours. Quelle lecture faudrait-il en faire selon vous ? De toute façon, tout accord nécessite un timing. Bien sûr, ce qui vient d'être dit est très important. Il y a aussi cette crainte de ralentissement de la croissance. Il y a aussi la crise ukrainienne qui s'invite maintenant dans l'équation, la crise à Taïwan et sûrement d'autres crises. Aujourd'hui, la Chine et la Russie ont trouvé des parades, on va dire, aux interventions, pour ne pas dire aux immixtions américaines, et force est de constater qu'elles sont efficaces. Maintenant, l'Europe aussi avance seule, et actuellement, étant en Europe, la grande question est de savoir, pour les Européens, comment cela va-t-il se passer en termes d'accords, en termes de délais et surtout de respect de ces délais. Au niveau de l'Union européenne, comme par hasard, cela reste très très discret. C'est un sujet qui, pour l'instant, n'occupe pas la une de nos journaux ni de nos médias, puisque nous avons d'autres préoccupations qu'est la crise ukrainienne, mais également en France actuellement les incendies. Mais pour revenir plus sérieusement et répondre à votre question, il y a aussi un pays européen qui joue de son soft power à Vienne, qui est la Suisse. La Confédération helvétique est un atout pour, on va pas dire pour l'Union européenne, certes, parce elle ne fait pas partie de l'Union européenne, mais de l'Europe géographique. Mais si vous voulez, c'est quand même un négociateur et un habile négociateur qui n'est pas étiqueté ni estampillé ni influencé, on va dire, directement par Washington. C'est ce qui permet de nouer le contact avec les Iraniens et c'est très important de le souligner ce soir. La Confédération helvétique, il ne faut pas aussi l'oublier et le mentionner. Ça surprendrait plus d'un que la Suisse, justement, vienne s'immiscer dans ce dossier.
Alors attention, la Suisse, elle fait partie du dossier. Oui. Mais la Confédération helvétique, vous savez, c'est une terre qui est vouée au secret bancaire, comme laisse penser la légende. Mais attention, sur ce dossier iranien particulièrement, il y a une initiative helvétique qui est très importante et qui permet de nouer le dialogue et qui, heureusement, n'est pas entachée par une influence quelconque, soit de Washington, soit de Moscou, soit d'autres territoires. C'est important de le signaler. L'initiative suisse est importante. Il y a aussi au plan régional, il y a toujours un pays qui a dialogué avec l'Iran, peu importe les sujets, mais sur d'autres sujets également, c'est le sultanat d'Oman. Le sultanat d'Oman, après la mort du sultan Qaboos, a eu quelques difficultés à revenir dans la course diplomatique régionale, mais c'est aussi un des acteurs au niveau du dialogue avec l'Iran. Maintenant, je pense que Quelle serait son influence, d'après vous ? L'influence d'Oman, si vous voulez, c'est de pouvoir dialoguer avec les codes culturels importants au Moyen-Orient. Et malheureusement, les Américains bafouent ces codes, même s'ils essayent de s'en imprégner. L'administration Biden et l'administration Trump ont fait une erreur, c'est de se mettre à dos, excusez-moi cette expression, ou en travers de leur route, le prince Mohammed Ben Salman, qui est également un des acteurs importants et incontournables, surtout pour les États-Unis. On a même vu et même entendu, il fut un temps... Ils essaient de coller les morceaux depuis quelques semaines, a priori. Ils essayent de retenter de coller les morceaux parce que les Américains sont en perte de vitesse à l'international. On a depuis un an quand même une rétrogradation de leur leadership. On a vu le retrait d'Afghanistan, on a vu la difficulté au niveau de Taïwan, on voit la difficulté au niveau de la crise ukrainienne. Maintenant, les États-Unis espèrent réussir pour leurs alliés, mais avant tout pour eux, puisqu'ils souhaitent quand même consolider leur position de premier exportateur de pétrole, parce qu'ils savent pertinemment que l'Iran devient un sérieux concurrent. Maintenant, dans les productions de pétrole aussi, je pense qu'il y a un autre phénomène dont il faut parler, c'est également l'engagement de l'Iran par rapport à la Chine. L'Iran est également sur les itinéraires des nouvelles routes de la soie, et la Chine est aussi une grande consommatrice d'or noir. Oui. Donc, si vous voulez, il faut impérativement que cette situation se stabilise, parce que si la situation stratégique, enfin, on va dire militaire et sécuritaire n'est pas tenue par la présence, de la Chine, de la Russie, des États-Unis et d'autres puissances européennes dans la région, le prix du baril risque encore d'exploser. Et ça, c'est quelque chose qui malheureusement, l'énergie, les ressources naturelles, y compris les énergies fossiles, ont encore un important jeu sur la scène internationale, alors qu'en Europe, on étudie les énergies renouvelables et le tout électrique, où on s'aperçoit qu'on a déjà atteint certaines limites. Très bien. Et parmi le package de sanctions économiques iraniennes qui seront annulées, quelques 150 entités financières iraniennes et 17 banques seront retirées de la liste des sanctions le jour de la finalisation du dit accord éventuellement. L'on parle également de 7 milliards de dollars d'actifs iraniens gelés par la Corée du Sud qui seront débloqués. Téhéran pourra également bénéficier de 2 ans et demi d'allègement garanti des sanctions américaines, ce qui équivaut à un total de 5 ans et demi, même si un républicain est élu à la Maison-Blanche en 2024, car selon les mêmes sources, il s'agirait plutôt de cela. Professeur Meptoul, est-ce que les conséquences économiques de la crise ukrainienne sur l'Europe notamment a fini par faire basculer ce dossier ? Bon, effectivement, comme ça a été montré tout au long cours de ce dossier, la crise ukrainienne a bouleversé toute la carte géostratégique mondiale. Effectivement, n'oublions pas que le monde s'oriente vers le multilatéralisme. N'oublions pas le poids important des pays du BRIC, qui représente plus de 45% du produit intérieur mondial et disons plus de 70% de la population mondiale. Donc les pays maintenant effectivement essaient on l'a vu à travers le vote des Nations Unies. Beaucoup de pays du Moyen-Orient, d'Afrique se sont abstenus, y compris l'Algérie, qui est neutre, n'a pas pris effectivement position. Même un pays comme la Chine n'a pas pris position. Donc n'oublions pas qu'au niveau du Moyen-Orient, l'Iran, malgré les sanctions,
a toujours continué à exporter vers l'Asie, notamment vers l'Inde et surtout vers la Chine parce qu'elle est très très proche de l'Iran. l'Asie. Comme vous venez de le souligner effectivement récemment, même l'Arabie Saoudite qui a un grand programme de développement pour aller vers une économie diversifiée a besoin de capital argent et effectivement ne marche pas toujours sur les injonctions américaines comme ça a été montré lors du dernier voyage du président Biden, américain. oui. Concernant les fonds gelés, ce n'est pas uniquement en Corée du Sud, il y a des fonds gelés aussi aux États-Unis d'Amérique, dans certaines banques européennes. Alors pour l'instant, ça ne fait pas partie du paquet évoqué. Ce capital argent iranien permettrait de, effectivement, comme vous l'avez souligné, est-ce que elle peut passer de 3,2 à 7 millions de barils par jour, permettrait effectivement moyennant des investissements, bien sûr, à l'Iran d'accroître sa production. Donc tout cela doit être mis dans un cadre des nouvelles mutations géostratégiques, mais également énergétiques. Le monde, d'après mes informations, je viens d'une très grande rencontre internationale sur l'énergie. Le monde entre 2025 et 2030 devrait accélérer sa transition énergétique et notamment développer les énergies renouvelables dont le coût a diminué de plus de moitié. Et l'Algérie, là, elle a des avantages comparatifs effectivement considérables. Entre 2030 et 2040, ça va être l'apport de l'hydrogène. Donc il faut pas se localiser uniquement sur le pétrole et le gaz, mais de voir cela sur une longue trajectoire où le monde devrait s'orienter vers le mix énergétique. On le voit à travers le réchauffement climatique. Regardez ce qui se passe. D'un côté de la planète, c'est des incendies, de l'autre côté, c'est des pluies torrentielles. Le monde n'a jamais connu un bouleversement climatique comme cette année. Et cela est dû au réchauffement climatique avec des coûts colossaux que les États ne pourront plus supporter. Donc, le monde devrait accélérer effectivement sa transition énergétique. Donc, tout cela, en plus des tensions géostratégiques, il faudrait voir l'évolution de la transition énergétique mondiale et effectivement du nouveau pouvoir à la fois économique mondial à travers l'émergence des BRICS, mais également du nouveau pouvoir énergétique mondial. Donc voilà un peu ce qui se passe. C'est pas simple. Il y a plusieurs scénarios en perspective. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est mon pays, l'Algérie. Et effectivement, l'Algérie doit s'adapter à toutes ces mutations à la fois mondiales. Et là, effectivement, je tiens dans votre télévision à saluer le rôle important de l'ANP et des services de sécurité pour la protection du territoire national et de nos frontières, et du rôle important, d'ailleurs déclaré par les États-Unis d'Amérique, la Russie ou l'Europe, du rôle stratégique de l'Algérie comme facteur de stabilité de la région méditerranéenne et africaine. Donc l'Algérie est un élément très très important dans l'échiquier mondial au niveau de la région méditerranéenne et africaine à ce niveau-là. Excellent, professeur Meptoul. Monsieur Pouchelet, projetons-nous encore un peu plus dans ce dossier pour évoquer ce qui arrivera si l'accord en question venait à être entériné en une minute, si vous le voulez bien, monsieur Pouchelet. Bien sûr, alors écoutez, moi je pense qu'il y a un proverbe perse qui pourrait s'appliquer ce soir, hein, ce qui est passé a fui, ce que tu espérais est absent et le présent t'appartient. Si vous voulez, moi je pense très rapidement que l'Iran a énormément de toutes les cartes en main et les atouts pour négocier. Libre maintenant aux Occidentaux, je vais parler de manière générale, hein, au niveau des négociations. Il est temps, je pense, pour lâcher du lest, parce qu'il y a aussi un volet qu'on n'a pas évoqué ce soir, qui est un volet économique, où il y a énormément d'Iraniens qui financent des entreprises européennes et occidentales. Et ce serait dommage de les sanctionner, parce que sans ces investissements précieux, comme on vient de l'évoquer... D'autant plus qu'on a sanctionné les Russes.
Oui, bien sûr. Et là, je pense que l'erreur, on ne négocie jamais, surtout au Moyen-Orient. On ne négocie jamais avec ses partenaires quand on est sous sanction. Dès qu'il y a une contrainte, de toute façon, la contrainte est l'expression d'une faiblesse. Mais pour conclure très simplement, je pense qu'il est temps que la situation cesse. Les BRICS, les Américains, les Occidentaux, de manière générale, sont en compétition. Maintenant, ce que les Européens attendent, et là, je tiens à le dire principalement pour les Européens, leur facture énergétique est devenue insupportable. Très bien, Monsieur Pouchelet. Voilà, et il est temps que ça change, et je pense que cette ouverture va permettre cette solution qui, j'espère, sera heureuse en tout cas. Excellent. Sur ce, nous arrivons au terme d'édition spéciale. Merci messieurs d'avoir répondu à nos questions. Merci aux téléspectateurs qui nous ont suivis et à très bientôt. D'ici là, restez fidèles à L24 News.